une décroissance vers le pôle. Le nuage inférieur, infrarouge, on voit entre 3 et 5 microns, mais qui est à peu près le même que celui qu'on voit en très proche infrarouge, 980 nanomètres en théorie. Là, on voit une différence de la vitesse moyenne de la superrotation, donc. Et les courbes se rejoignent, par contre, quand on se rapproche du Sud. En ce qui concerne les vitesses méridiennes, c'est-à-dire les vitesses nord-sud, là, les choses sont beaucoup moins nettes sur l'infrarouge. On a par contre quand même pu mesurer, ça c'était la première fois, autour de 10 mètres par seconde, des vitesses de vent qui vont du sud vers le nord, en l'occurrence. Alors j'en viens maintenant à donc, le vortex polaire, qui est vraiment le phénomène météorologique le plus fascinant qu'on a été amené à observer durant cette mission. Ici vous le voyez entre les longueurs d'onde 3,8 et 5 microns, mais qui donnent en gros à peu près les mêmes images, sauf que comme vous voyez la morphologie varie, et elle varie très rapidement à l'échelle de quelques jours, même pas quelques heures quelquefois. On voit tantôt une courbe en S, comme sur cette courbe ici, mais sur d'autres, on voit deux vortex, sur celle-ci aussi. Quelquefois même, on a pu voir 3 vortex en triangle. En tout cas, une morphologie, donc c'est pas un seul centre de rotation avec des vents autour, mais plusieurs centres de rotation qui tournent l'un autour de l'autre. On peut mesurer la rotation de ce vortex et son évolution. Alors, là où il a été nécessaire d'aller plus loin, c'est donc qu'est-ce qu'on appelle un vortex? Donc un vortex, c'est un tourbillon, hein, c'est rien d'autre. Donc on le mesure en mesurant les vitesses de vent. Pour cela, on prend 2 cartes à 1 heure ou 2 d'intervalle, pas plus, sinon on a du mal à reconnaître les morphologies, et on trace point par point les vecteurs. Heureusement, on a des outils automatiques qui font ça. Cela dit, un contrôle visuel reste nécessaire. On ne peut pas uniquement se fier aux méthodes automatiques pour faire ce type de mesure. Et donc on mesure les vitesses de vent et donc on voit très nettement une rotation circulaire et une spirale partant du pôle sud. Donc ça donne les mesures de vitesse de vent. Pour faire la météorologie, en réalité, il faut une équation de plus. Ce n'est pas uniquement de l'hydrodynamique, la météorologie, c'est aussi de la thermodynamique. Il faut une équation de température, bien sûr. C'est ça. Et donc, l'outil qu'utilisent les météorologues, c'est ce qu'on appelle la vorticité potentielle, c'est-à-dire la vorticité, la mesure de la variation de vitesse, mélangée à une mesure thermique. Et la mesure thermique, il se trouve qu'on peut l'avoir grâce à Venus Express en inversant le profil thermique par les mesures infrarouges de Venus Express. Donc on a un outil réellement de base de la météorologie avec Venus Express qui a permis, en l'occurrence, de mesurer cette variable fondamentale un peu compliquée, mais qui est réellement à la base de tout ce qu'on voit dans nos cartes météo du soir aux journaux télévisés. Ce sont des cartes qui sont produites par des outils assez sophistiqués de Météo France et utilisant cette vorticité potentielle qui est un traceur clé de la météorologie. Donc ça, on a pu le faire, et ça, c'était la première fois avec Venus Express. On l'a fait encore très peu sur d'autres planètes. Il y a eu quelques essais grâce à Cassini d'ailleurs, sur Saturne et Titan. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait en routine. Là, je vous présente d'ailleurs des résultats d'une thèse qui a été soutenue au mois de décembre dernier à Bilbao. C'est vraiment des choses récentes dans tout ça. Si on monte maintenant encore plus haut dans l'atmosphère, un des phénomènes vraiment, là aussi, où il y a eu le plus de résultats par Venus Express, ce sont les émissions de ciel nocturne de Vénus, des émissions en particulier de l'oxygène. On a également détecté l'ozone, je le disais tout au début, et encore d'autres molécules, j'y viendrai après. En particulier, les émissions de O2 sont connues depuis très longtemps. On les avait observées en spectroscopie depuis des télescopes au sol dans les années 70, par Pierre Cohn, un grand spectroscopiste français, qui avait observé une émission de l'oxygène, qu'il avait bien identifiée sur la face nocturne. Et il avait prédit que c'était une émission liée en fait à la recombinaison d'atomes d'oxygène ou en O2 qui émet en se désexcitant une raie d'émission très caractéristique.
et que cette émission, cette circulation d'atomes d'oxygène suivait en fait un cycle diurne, c'est-à-dire que l'oxygène est dissocié côté jour par le rayonnement ultraviolet. Les atomes d'oxygène sont emportés par une circulation méridienne jusqu'à côté nuit, où ils retombent, se recombinent et font cette émission. C'est exactement ce que Vénus Express a observé, cette fois vraiment pour la première fois, d'une manière statistique globale, et a montré en particulier que le maximum d'émissions est bien situé autour du minuit local, et donc effectivement là où convergent les deux circulations méridiennes venant du côté jour. Par contre, quand on regarde les instantanés, vous avez plutôt ce que voit cette image ici, c'est-à-dire qu'on a une variabilité extrême de ces émissions de O2. Donc si on regarde à un instant précis, on peut avoir le maximum ici ou là, qui varie beaucoup. C'est seulement en moyenne que cette émission se retrouve effectivement concentrée au minuit local. On peut aussi, de manière un peu plus sophistiquée, remonter à la quantité d'oxygène et pas seulement à l'émission. L'émission, elle peut être liée non seulement à la quantité d'oxygène, mais aussi à la température ou la variation. Et on trouve effectivement cette carte très bien corrélée aussi à l'émission de O2 qui montre la variation d'oxygène sur la face nocturne. Là aussi, il s'agit de résultats qu'on ne connaissait pas avant Vénus Express, qu'on pressentait, hein, bien sûr, des théoriciens avaient modélisé ça et prédit. Là, on l'a réellement mesuré. Une autre molécule qui a été mesurée, qui est connue des astronomes, c'est OH, mesurée pour la première fois sur Vénus. Je dis qu'elle est bien connue des astronomes parce que c'est justement une molécule qui brouille le ciel dans l'infrarouge et qui gêne les observations, en particulier vers 2007 et 2009 en ciel nocturne dans l'observation terrestre. Donc là, on les a observés sur Vénus et on en a déduit des données sur la température de la très haute atmosphère et sur la dynamique de cette atmosphère. J'en viens maintenant, et c'est lié en termes d'altitude, puisqu'on était dans les émissions de ciel nocturne autour de 150-170 km. On en vient à la période d'aérofreinage, qui a été une grande première, à la fois technique et scientifique, qui s'est tenue au mois de juillet dernier, où en gros, on a, en termes simples, on a simplement frôlé l'atmosphère avec la sonde Vénus Express, bien disposée de cette manière-là, de manière à ce que les panneaux solaires restent orientés vers le Soleil d'une part, mais aussi dans le plan de l'orbite, de manière à assurer un freinage constant. Le principe est que quand on descend progressivement à l'orbite jusqu'à rencontrer et commencer à sentir l'atmosphère, on sent d'abord évidemment une pression, un freinage, comme le nom l'indique, mais on a également un effet de couple qui va déstabiliser la sonde si on ne prend pas garde. Et enfin, un effet d'échauffement, bien sûr, lié à la rencontre de l'atmosphère, qui peut être catastrophique si on ne contrôle pas bien les choses. Donc voici ici la descente dans l'atmosphère, dans ce qu'on appelle en anglais l'aérobraking, qui montre qu'on a atteint donc des altitudes autour de 130 km au minimum. 130 km, c'est aussi des altitudes qui étaient sondées à distance par la sonde Vénus Express, en pression-température, en radiooccultation, en infrarouge par les émissions. Donc on a là en gros une mesure in situ de la pression atmosphérique qu'on compare aux observations à distance. Et ça, c'est toujours utile pour les scientifiques. Il y a plus que ça, c'est qu'on a des variations de jour à jour, mais également des variations le long de l'orbite, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pression constante, mais des fluctuations. Des fluctuations d'ondes, et les ondes, ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les physiciens de l'atmosphère, parce qu'une onde, ça peut apporter beaucoup d'informations sur la structure de l'atmosphère. Donc ça, c'est ce qui a été observé effectivement par l'aérofreinage. Oui. Quelle est la vitesse de la sonde? Alors, la vitesse ici, là, c'est un delta V? Non, un delta V, c'est la mesure, c'est la variation de vitesse qui est mesurée. Donc, c'est-à-dire que quand on est très haut, on reste à la vitesse orbitale constante. Lorsqu'on commence à freiner, eh bien, le delta V, c'est la variation de vitesse par rapport à la vitesse initiale. C'est une mesure en gros de la décélération. C'est assez énorme.
c'est des millimètres par seconde. Donc ça fait quelques centaines, jusqu'à même 1 mètre par seconde. Ce qui veut dire que l'orbite a été modifiée, effectivement. L'orbite est passée de 24 heures à la fin, on était autour de 18 heures. Alors, voici ici donc, une autre mesure de l'effet de cet aérofreinage, donc, qui est l'accélération, donc un pic d'accélération lorsqu'on est au minimum au périastre. Et l'autre courbe, c'est justement le delta V. La courbe en mauve à gauche, en delta V. Et le pic ici, c'est l'accélération en mètres par seconde carré. Donc ce pic d'accélération se traduit par un effet sur la sonde, un effet thermique et un effet sur l'orbite. Au niveau technique, on a trouvé les valeurs attendues et prédites sur l'élévation de température, qui était effectivement l'effet contrôlé mais redouté, parce que ça aurait pu faire effectivement une grosse dégradation de la sonde. Pas de dégradation des panneaux solaires, ni des protections. La sonde est toujours recouverte de ce qu'on appelle des multilayer insulations. Ce sont comme des couvertures de survie, vous connaissez bien, qui protègent les écarts thermiques pour la sonde elle-même. Et c'est un élément des plus fragiles, évidemment, sur une sonde soumise à des écarts de température importants. Et on a contrôlé une très bonne stabilité dynamique. Donc, l'Agence spatiale européenne est maintenant vraiment une agence très mature en termes de contrôle des sondes. On l'a bien vu sur Rosetta, bien évidemment. Mais là aussi, ces observations et ces opérations de Vénus Express étaient aussi quelque chose de très challenging, comme on dit, en métier, pour les équipes de contrôle de la sonde. Il ne s'agissait pas juste de descendre 1 kilomètre à la fois, il fallait contrôler quasiment en temps réel la sonde. Et ça a été vraiment très bien fait. Donc avec un bilan des mesures. Alors, oui, ça ce sont les mesures techniques, mais les mesures scientifiques obtenues par l'aérofreinage, elles sont encore en cours de déploiement, mais elles vont donner de l'information sur la structure de la sonde, de l'atmosphère. Donc ici, je vais faire un bilan à nouveau, je dirais. J'ai commencé par un bilan, je vais finir également par un bilan des mesures de Vénus Express. Alors on a vraiment un bilan dans toutes ces couches de l'atmosphère que j'ai mentionnées à différents moments, de l'ionosphère, des couches liées au phénomène magnétique mesuré par l'instrument MAG, des mesures atmosphériques à tous les niveaux de l'atmosphère, des mesures de la surface et même des mesures in situ grâce au freinage atmosphérique. Donc l'ensemble de ces bilans complète très utilement les données précédentes, au point qu'on a aujourd'hui un livre Venusbook, comme on dit, qui va faire la somme de toutes les mesures synthétiques de ce qui s'est fait pendant Vénus Express, et pas seulement avec Vénus Express, parce que Vénus Express a été aidé et soutenu par des observations au sol dans différents domaines, en radioastronomie, ainsi que par des télescopes optiques, qui maintenant vont être les seuls à pouvoir continuer, bien sûr, et donc qui vont faire maintenant le relais de la sonde. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Alors après, il y a déjà une sonde qui arrive, en fait. Hein, c'est la sonde japonaise qu'on avait un peu oubliée, Akatsuki, qui a raté son insertion en orbite en 2010. Sinon, on aurait eu des années d'observation conjointe Akatsuki et Vénus Express. C'est la sonde qui s'est appelée aussi Planète C, de la JAXA, l'agence japonaise. Elle a fourni quasiment cette unique image de Vénus en 2010, qui est un croissant de Vénus observé à une distance de 600 000 km. Mais elle revient, elle doit repasser près de Vénus fin 2015, et il y aura une possibilité d'insertion en orbite, même si apparemment le moteur de la sonde n'est plus fonctionnel. Grâce au moteur d'attitude, ils espèrent arriver à se mettre en orbite et à faire une mission réduite, mais tout de même intéressante. Au-delà, on va dire quel est le testament de Vénus Express. Alors, si je prends un peu de hauteur dans les objectifs scientifiques observés et mesurés,
On peut dire qu'on a, pour les générations, dans les bases de données actuelles qui, je le rappelle, sont disponibles à tous ceux qui en font la demande, scientifiques ou d'ailleurs non scientifiques, peuvent télécharger les données de Venus Express au centre de l'ESA, pour les images en particulier, qui sont faciles, on va dire, à utiliser par le grand public, mais également pour les données scientifiques. C'est disons, le devoir des scientifiques et des agences spatiales de mettre à disposition des générations les observations effectuées. Cette somme de connaissances, elle couvre la structure atmosphérique, sa dynamique, sa thermique, comme je l'ai montré dans cet exposé, mais aussi les relations Soleil-Vénus avec l'échappement atmosphérique. Et un domaine qui est encore très ouvert, qui est encore, je dirais, d'évolution. Jusque-là, on disait il y a la circulation atmosphérique de Vénus, la superrotation, voici comment elle est, etc. Et puis il y a le vortex qui est isolé, qui est intéressant, et qui est une espèce de structure turbulente isolée. On s'est rendu compte que justement, ce n'est pas tout à fait vrai, qu'en réalité, le vortex polaire a une influence sur la circulation générale. Et ça, je dirais qu'on est seulement en train de l'appréhender et de le mettre dans les modèles. Donc là, il y a des années de travail sans doute, mais on a dans les relations vortex-circulation générale un outil avec une planète avec une très faible rotation solide, une atmosphère épaisse, des éléments de comparaison avec d'autres objets dans le système solaire, comme Titan par exemple, d'autres domaines de température, mais des dynamiques atmosphériques comparables, mais aussi la Terre, qui a également, bien sûr, vous le savez bien, un vortex polaire, Mars également. Donc on a réellement ici une avancée en planétologie comparée sur Venus Express. L'aéronomie aussi, l'étude de la très haute atmosphère avec ses émissions dont j'ai parlé, est un domaine qui a vraiment beaucoup fructifié et a donné beaucoup de résultats. Ces résultats ne concernent pas seulement les questions qui concernent Vénus. Une question lancinante, c'est quelle est l'ancienneté de l'échappement de l'eau? Est-il récent? Est-il ancien? Est-ce que Vénus a eu à un moment une atmosphère humide, épaisse, comparable à la Terre, et pendant combien de millions d'années? Certains disent quelques centaines de millions d'années seulement, d'autres disent que ça pourrait avoir été beaucoup plus long. Et si c'était le cas, bien sûr, la question immédiate est y a-t-il pu y avoir un développement de la vie sur Vénus à ses débuts? Alors ça, il ne restera probablement pas de traces avec le volcanisme de Vénus, mais il serait très intéressant de savoir au niveau théorique, disons, si on améliore les modèles et qu'on est capable de répondre à cette question, pour en particulier comparer aux exoplanètes qu'on commence à découvrir, y compris dans le domaine des exoplanètes de masse comparable à la Terre. On dit exotère quelquefois, il faudrait peut-être dire exovénus, parce que si ça se trouve, Vénus est un cas beaucoup plus commun dans les exoplanètes que la Terre. Et si la Terre est un passage dans l'histoire d'une planète tellurique au fil du temps, Vénus est peut-être l'état final qu'atteindra la Terre dans quelques milliards d'années, lorsque le Soleil se sera encore un peu réchauffé et que le gaz carbonique contenu dans les roches carbonatées se serait évaporé. C'est tout à fait plausible. Par conséquent, la question est combien de milliards d'années une planète comme la Terre peut rester? Et à partir de là, on pourra savoir statistiquement combien on peut espérer observer de planètes dans un état Vénus, dans un état Terre, disons, si c'est le cas. Donc là, il y a vraiment tout un domaine qui n'est qu'en train d'être exploré, mais sur lequel on a déjà beaucoup de papiers qui sortent. Donc la comparaison, exoplanète. Mais sur Vénus elle-même, et tout simplement en tant qu'objet d'étude, il y a encore beaucoup de choses à faire, en particulier, je dirais, dans l'interaction surface solide, atmosphère. On ne sait rien de la sismologie de Vénus, par exemple. Encore peu de choses du volcanisme actif de Vénus, est-il encore aujourd'hui en activité, sur la rotation, comme je l'ai mentionné. Ces choses-là, elles pourraient être étudiées, y compris par des missions moyennes. J'en ai listé quelques-unes, des missions futures. L'une qui est soumise en ce moment même à l'Agence spatiale européenne pour ce qu'on appelle le créneau de mission moyenne M4, qui est prévu pour un lancement en 2026. Mais il y a également dans les autres pays des missions à l'étude, en Russie, et à la NASA, dans les missions Discovery
des missions de plus grande ampleur qui seront nécessaires le jour où on voudra réellement redescendre à la surface de Vénus. Par les missions de petite taille, on reste limité soit à des missions en orbite, soit à des missions ballons qui sont accessibles à des missions de la classe de Vénus Express. Ce qui est certain, c'est que la science de Vénus est encore loin d'être achevée. Ce n'est pas si étonnant, on ne découvre pas une planète avec une seule mission, bien sûr. Mais que les problématiques qu'on se pose sont réelles, universelles, utilisent des éléments de comparaison avec, y compris la Terre, on pose même des questions et des interrogations sur le passé et le futur de la Terre. Et donc, il est certain qu'on a là tout un champ d'observation pour le scientifique qui ne fait que commencer en quelque sorte. Je vous remercie. Je suppose que vous avez des questions. Alors, on n'a toujours pas de micro HF. Donc, essayez de parler fort.